Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, à 2 mois des élections municipales et régionales, les préparatifs s'accélèrent, surtout depuis la rupture désormais définitive entre le PDCI et le RHDP. Élections également au Mali où le second tour du scrutin présidentiel s'est déroulé ce dimanche 12 août 2018. 8 millions de Maliens convoqués aux urnes et moins de 42,7% de participation selon les premières estimations. Et puis en République du Congo, le métier de casseur de pierre est de plus en plus menacé. Ce secteur subit lui aussi les conséquences de la crise économique. Nous ferons le point dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales ainsi que la présidentielle se préparent. Le RHDP s'est mis en un parti unifié par la volonté du président de la République Alassane Ouattara et suite au retrait des démocrates, plusieurs partis veulent désormais faire alliance avec la formation d'Henri Konan Bédi. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. À l'instar du FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP veut tisser des alliances avec d'autres partis non membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour les locales de 2018 et même pour la présidentielle de 2020. Le parti l'a fait savoir devant plusieurs milliers de partisans durant un meeting d'installation de ses sections à Bongouanou dans l'est du pays. Le paysage politique est en recomposition aujourd'hui. Et nous savons également qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut gagner les élections seul. Donc nous travaillons au sein de notre parti, d'abord pour mieux nous implanter et voir venir les différentes alliances. Et le mois venu, naturellement et obligatoirement, nous allons intégrer une alliance. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, reste également ouvert à des alliances pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 après son divorce avec ses alliés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À un moment donné, on peut faire chemin ensemble, à d'autres, on peut faire chemin avec d'autres, et puis bon voilà, ainsi de suite. C'est ce qui caractérise la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est d'abord un parti d'ouverture, un parti de tolérance, un parti de compromis. Les élections locales d'octobre 2018 seront un test pour les différentes coalitions en vue de la présidentielle de 2020, selon des observateurs. Les Maliens ont répondu aux abonnés absents au second tour de la présidentielle ce 12 août 2018. 8 millions de Maliens étaient appelés à voter. Ce dimanche, le scrutin s'est déroulé sans heurts dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour. Toutefois, des violences ont été identifiées, notamment dans le centre et dans le nord du pays. On fait le point avec Mokhtar Bari. Près de 8 millions de Maliens étaient convoqués aux urnes dimanche 12 août 2018 pour choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Malgré une forte pluie sur la capitale Bamako, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8h GMT. Sauf que les premières estimations du taux de participation sont largement en dessous des 42,7% du premier tour. Les électeurs vraiment ont manqué au rendez-vous. Il y a eu pratiquement pas beaucoup d'affluence comme au premier tour. C'est une situation que nous déplorons beaucoup et vraiment j'interpelle les autorités, surtout les partis politiques, à mobiliser davantage les électeurs pour venir voter. Premier enjeu de ce second tour de la présidentielle, la sécurisation du scrutin. De nombreux cas de violence ont été signalés. Les observateurs maliens ont également révélé, entre autres, l'absence de listes électorales et la mauvaise qualité de l'encre dans plusieurs bureaux de vote. La menace sécuritaire aurait également empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux de vote, selon certains observateurs. Au point de vue dispositif, tout était normal. Il y avait bien sûr quelques imperfections par-ci, par-là, que nous avons notées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont nous donner le résultat. Au premier tour du scrutin, le 29 juillet, quelques 250 000 Maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences. Samedi 11 août, la tension est encore montée d'un cran avec l'arrestation de 3 membres d'un commando qualifié de groupe terroriste.
Accord entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération Oromo. Ce consensus intervient en réponse au cessez-le-feu déclaré ce mois de juillet 2018, récemment retiré de la liste des organisations terroristes par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'OLF peut désormais mener des activités politiques dans le pays. Les précisions, Nathalie Mou. L'accord de paix conclu le 7 août entre le président de la région d'Oromia, Lema Megersa, et le président du Front de libération de l'Oromo, Daoud Ipsa, prévoit la fin des hostilités. Le parti qui lutte pour la libération de la région de l'Oromia retrouve dans le même temps sa légitimité. Cette réconciliation favorisée par l'Érythrée consolide les efforts de paix dans la région de la Corne de l'Afrique. Si Badmé n'est plus une pomme de discorde entre le gouvernement éthiopien et érythréen, l'Érythrée devient donc de ce fait un acteur important dans la pacification du climat sociopolitique en Éthiopie. Ce retour à la paix s'inscrit dans la démarche entamée par le Premier ministre Abiy Ahmed pour l'amélioration des relations diplomatiques et la sécurité en Éthiopie. De son côté, l'Érythrée s'est engagée à faciliter le retour des groupes rebelles éthiopiens basés sur son territoire. Dans ce contexte, il serait surprenant que le gouvernement éthiopien n'ait pas pris les mesures nécessaires visant l'accueil de ces ex-rebelles. En juillet 2018, le Front de libération de l'Oromo a déclaré un cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Désormais, ce parti peut espérer participer à la prise de décision dans le pays. C'était déjà le cas dans le gouvernement de transition mis en place en 1991 par des rebelles de la coalition EPRDF. Le milieu rural, un secteur fortement attractif au Tchad. 42 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2016 par des investisseurs privés. Sommes injectés dans la transformation de produits agricoles et dans l'élevage. Reste encore au gouvernement de réformer le cadre législatif autour de ce secteur pour le rendre pérenne. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Radizatou Badawi. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise, et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agropastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. Focus à présent sur le métier de casseur de pierre, un métier dont la crise économique a ralenti l'activité au Congo. Celle-ci a occasionné la dépréciation des prix de la caillasse et du gravier malgré la présence d'une clientèle qui n'a pas fléchi. Les artisans alors dépensent de l'énergie mais en requièrent moins de bénéfices. Ils dénoncent aujourd'hui une activité de plus en plus précaire. Explication d'Eva Panzou, notre correspondant sur place. Alfred est casseur de pierre à la carrière du Dieu depuis 2004. Il y a quelques années, casser les pierres était une activité rémunératrice, mais la crise économique a fait chuter les prix sur ce marché. Il lui est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Dans le temps, en 2005-2006, le 8 mètres était à 50 000 et 70 000 aussi. Mais tout justement dans cette année que nous sommes,
Ça fait déjà 2 ans, 3 ans comme ça. On arrive à même à acheter le marteau. Bonne nouvelle pour d'autres par contre, cette tendance baissière des prix des pierres fait les affaires de la clientèle qui se réjouit de cette alternance sur le marché. Il y a eu des grands changements. Les prix d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la conjoncture que nous vivons, les prix sont allés au rabais. Ça arrange tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas s'acheter de la pierre, là, ils en achètent. Le mètre cube est vendu à 10 000 francs, alors qu'hier, il était à 20 000 ici. Hein, c'est pas industriel, mais vous voyez, c'est fait à la main. La carrière du Doué compte plus d'une centaine de casseurs de pierre. Chaque artisan est tenu de reverser un pourcentage de sa vente au propriétaire de la carrière. Oui, c'est là quoi. Toute personne intéressée peut venir casser les pierres. Seulement, il faut payer les droits après une vente. 2 mètres, 1000 francs. Certains casseurs rejettent l'idée des propriétaires de cette carrière depuis 2017 d'imposer une carte aux exploitants. Ils espèrent que l'État portera un regard sur leur activité qui nécessite bien de moyens matériels. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.